Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire concernant les étapes clés de la vie professionnelle dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Alors on est sur le premier webinaire de ces semaines. Déjà merci beaucoup d'être présents, de vous être inscrits, et on va aujourd'hui balayer un peu les grandes étapes donc de la vie professionnelle. Et puis l'idée c'est de vous indiquer à chaque étape, voilà, comment les organismes d'évolution professionnelle peuvent vous accompagner sur chacune. Alors moi je vais me présenter, je suis Pascal Guyot, consultant en développement professionnel au sein de l'APEC. Je suis au centre de Vincennes. Je co-anime ce webinaire avec ma collègue Céline Boileau, qui s'occupera du chat et de la modération. Bonjour à tous. Et qui est également consultante comme moi au centre de Vincennes. Et on travaille tous les deux donc pour l'APEC. Donc quelques règles, consignes. Vous pouvez poser vos questions via le chat si vous le souhaitez. On a prévu un temps d'échange à l'issue où vous pourrez vous exprimer et poser des questions si jamais vous en avez. Sinon, comme je vous ai dit, plutôt à la fin. Plutôt à la fin, exactement. Sinon, voilà, vous pouvez toujours les poser, on pourra les compiler et puis tâcher d'y répondre à l'issue. Donc, très rapidement, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est la 4e édition de cet événement qu'on fait. Sont regroupés beaucoup d'acteurs de l'évolution professionnelle. Ils sont inscrits tous en bas. Il y a plus d'une centaine, je crois, oui, c'est écrit, j'ai pas à lire, 100 webinaires thématiques que vous pourrez retrouver. Effectivement, beaucoup d'événements, que ce soit les projets de reconversion, qui concernent voilà, comment évoluer et comment progresser. Les questions concernant l'évolution professionnelle, quelle qu'elle soit et quel que soit le sens que prend cette évolution, on s'en pose régulièrement tout au long de sa carrière. Qu'on soit au tout début et concernant son premier poste, au milieu ou à la fin. Nous, à l'APEC, on s'en rend compte tous les jours. On a des rendez-vous quotidiens avec des personnes comme vous toutes et tous qui se posent et qui sont en questionnement sur une éventuelle évolution. Ça peut concerner un changement d'entreprise, un changement de secteur, un changement de métier, un changement de nature de contrat. J'ai toujours été salarié et je souhaitais être auto-entrepreneur. Enfin, voilà. Et c'est vrai que pour répondre à ces questions, c'est pas mal d'avoir une espèce de chemin de fer que le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle, peut vous apporter et permettre d'avoir des visions un peu factuelles et un peu justes des choses. Donc les étapes clés de la vie professionnelle, voilà, il y a différents moments qui jalonnent un parcours professionnel, que ce soit son premier poste, des changements d'entreprise, des évolutions. Les évolutions peuvent être verticales, des évolutions hiérarchiques. Ça peut être des évolutions horizontales, un changement de métier, ou des évolutions même en profondeur, quand il s'agit de gagner en expertise dans son domaine professionnel. Et tout ça ouvre à des questions. Et la vie professionnelle, le temps qu'elle dure, et on sait tous et toutes comme ça dure longtemps, est jalonné de première fois. Il n'y en a pas qu'au début, il y en a tout au long de son parcours. Quel que soit son âge, quel que soit son niveau professionnel, on est confronté à des premières fois, des situations professionnelles qu'on n'a jamais rencontrées et qui nécessitent d'être quand même soutenues, et assez régulièrement. Donc il y a 5 familles, on a distingué 5 grandes familles de moments clés, qui vont être les rites de passage, les évolutions professionnelles, les temps de remise en question, les épreuves professionnelles et les épreuves personnelles. Tout ça étant lié, alors évidemment, les rites de passage, il y en a surtout en début de carrière, même si ça peut arriver par la suite. Mais c'est surtout dans les premières années de sa carrière. Les évolutions professionnelles, elles permettent, ce que je vous disais, une évolution horizontale, verticale, quel que soit le sens qu'on prend, mais on évolue, ou un changement de métier. Le temps de remise en question, on l'évoquera un peu plus tard, ça arrive
en moyenne 2 fois. En moyenne 2 fois dans un parcours. Moi, on estime à peu près. Notamment voilà, si on divise la parcours professionnel en 3 tiers, un deuxième et troisième tiers, on se pose des questions. Et on réévalue un peu tout. Les épreuves professionnelles, on en connaît toutes et tous et de plus en plus. Si ça peut démystifier un petit peu certains parcours, il n'existe quasiment pas de parcours professionnel linéaire, c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas, où il n'y a pas des trous, il n'y a pas des ruptures de travail, où il n'y a pas des événements et des épreuves personnelles, évidemment, qui viennent interférer dans le parcours professionnel. Les deux sont évidemment très, très liés. Et des moments de réflexion, des moments où on ne se sent pas bien, des moments où on arrête, où on réfléchit, où on se pose. Enfin, voilà, les parcours sont tous en dents de scie et il y a plus, il n'existe plus de parcours très linéaire où on faisait un peu à l'ancienne, entre guillemets, où on faisait toute sa carrière dans une seule entreprise pendant 35 ou 40 ans et en évoluant au sein de l'entreprise, idéalement, mais ça existe quasiment plus, ça. Et donc, si on dit qu'on a des changements assez réguliers d'entreprise, de secteur et de métier, et bien évidemment, ça demande des remises en question et puis des choses qui peuvent être des périodes sans travail, des périodes, encore une fois, de réflexion, et beaucoup de choses qui font que, ou des erreurs de trajectoire, et on le voit chez des jeunes diplômés, qui peuvent se dire au bout de tant d'années et qui sortent avec des bacs +5, voire plus, se dire au bout de 4-5 ans, en fait, je ne suis pas fait pour ça, je me suis trompé. C'est là où c'est intéressant de venir consulter des organismes comme la PEC qui peuvent vous aider à réfléchir et à envisager un après. Ce qu'il est important d'avoir en tête, surtout concernant l'évolution professionnelle et votre parcours professionnel, c'est que il faut essayer, tant que faire se peut, et nous à la PEC, on tend vers ça, d'essayer de vous de faire que vous soyez acteur de votre parcours professionnel, que vous le meniez et pas que vous le subissiez. Tant que faire se peut. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, où on est coincé, où on a des obligations professionnelles, mais on doit subvenir à ses besoins, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut essayer, tant que faire se peut, de ne pas subir son parcours et de le mener. Mais on va en parler et l'évoquer un peu plus avant, après. Alors, pour vous accompagner, on va commencer par les rites de passage. L'APEC et l'ensemble des organismes peuvent vous proposer, l'accompagnement peut se faire au travers de rendez-vous individuels, en tête-à-tête, et puis sur des sujets, sur certaines questions précises, l'APEC peut faire des accompagnements et plusieurs rendez-vous personnels. On peut faire ça au travers de rendez-vous donc individuels, d'ateliers collectifs, de webinaires comme celui-ci. Tout ça, et en plus, comme on est super sympa, vous pouvez en faire plusieurs et faire plein de choses, ce qui est plutôt intéressant. Alors, on va commencer donc ces 5 familles de moments clés et les rites de passage. Le début de carrière, ça va parler surtout aux jeunes diplômés, ceux qui sont en alternance, qui viennent d'obtenir leur diplôme, qui vont l'obtenir et qui commencent déjà à préparer leur entrée dans la vie professionnelle de manière pérenne. Il y a beaucoup de choses qui déterminent ça tout de suite, que ce soit le choix du diplôme et de la formation initiale. Nous, à l'APEC, on aide également les recherches de stage, de fin d'études ou d'alternance. Les missions locales aussi pour les moins de 26 ans. Vous pouvez vous faire aider. On vous donnera des liens à l'issue d'un site où vous pouvez trouver quel organisme est le plus approprié en fonction de votre situation, de votre âge, pour vous accompagner au mieux. Mais l'APEC, nous, on accompagne des jeunes diplômés à partir du bac +3, dans des recherches de stage, d'alternance ou de premier emploi, évidemment. La recherche du premier poste, c'est pas une mince affaire, et on en est tous passés par là et on sait comme c'est difficile, notamment quand on voit des annonces où on demande des jeunes diplômés bac +5 avec 5 ans d'expérience. Voilà, ça devient tout de suite un peu compliqué. Donc là aussi, on est en capacité d'aider, nous à l'APEC,
l'intégration au premier poste, on travaille beaucoup sur la période d'intégration et l'importance que ça revêt, les enjeux d'une période d'intégration, que la période d'intégration n'est pas que la période d'essai, hein, elle va beaucoup plus loin, elle démarre avant, elle est pendant la période d'essai, puis même après, une fois qu'on est validé, la période d'intégration se poursuit. Hein. Les questions de salaire aussi, on est, nous, présents. On a des webinaires sur aborder le salaire pour un premier poste ou même au long de votre carrière. Hein. C'est une question épineuse, la question salariale, et que même des personnes tout à fait aguerries pour négocier, négocier avec des clients ou quoi que ce soit dans leur fonction, quand il s'agit de négocier son salaire, ça devient complètement autre chose et ça devient très difficile. L'obtention du premier CDI, et oui, on cherche beaucoup le premier à avoir un premier CDI, et souvent, et là c'est spécifiquement pour les jeunes diplômés, on cherche vraiment spécifiquement un CDI. Ne vous fermez pas en nature de contrat à tout ce qui va être CDD, intérim. J'ai lu il y a quelque temps que je crois que 60% des personnes en CDI et des cadres ont démarré par un CDD ou une intérim. Donc il ne faut absolument pas négliger ce type de contrat, même si effectivement l'issue et l'idée c'est d'aller vers un CDI, bien sûr. Mais parfois le chemin le plus rapide n'est pas forcément le plus court, si c'est clair. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une ligne droite, hein, il faut en passer par un contrat déterminé avant d'avoir effectivement accès à quelque chose d'indéterminé, de plus pérenne. Les entretiens d'évaluation annuels, on aide dessus. Les entretiens d'appréciation également quand on est cadre, hein, ça sont des éléments qui sont toujours délicats et ça se prépare si on veut arriver au mieux là-dessus, hein, sur ce type d'événement. Et puis surtout les entretiens d'évaluation, très très souvent, et moi dans une autre vie j'ai été encadrant et directeur, donc j'ai pu en faire passer beaucoup et bien peu sont les personnes qui les préparent convenablement. Et si je peux avoir une recommandation, hein, ça se prépare largement. Vous, collaborateurs, il faut préparer vos entretiens, évidemment. C'est la seule manière que vous ayez un échange déjà et pas que ce soit que descendant. Et puis c'est la manière également d'avoir une vision tout à fait au plus juste, vous, de vos axes d'amélioration, de vos capacités, de vos niveaux de performance, de vos points forts. Et puis comment capitaliser sur ces points forts. Peut-être ils ne sont pas distingués, peut-être avez-vous des difficultés qui ne sont pas identifiées non plus. Enfin voilà. Et puis également la question du salaire, hein. C'est souvent à ce moment-là qu'on en parle. Là aussi, ça se travaille. Et nous, à l'APEC, on peut également vous accompagner sur comment on prépare des entretiens d'appréciation. Et puis autour de tout ça, tout du long, et c'est un peu le fil rouge de tous ces rites de passage et ces moments clés qu'on a dans sa vie professionnelle. C'est le 5e moment. Voilà, dans les 5 familles de moments clés, il y a les épreuves personnelles en 5e, mais les épreuves personnelles, elles sont tout du long et ça vient se greffer. Et typiquement, dans des rites de passage, vous pouvez être étudiant en région et puis vous dire je vais m'installer à Paris pour finir mes études ou pour travailler. Et puis là, les difficultés s'ajoutent, professionnelles s'ajoutent des difficultés personnelles, financières, de logement, d'intégration, enfin voilà. Donc c'est vrai que les difficultés personnelles viennent toujours se greffer, sont là. Il faut essayer de gérer et de mener les deux de front au mieux. Et que, encore une fois, si les acteurs de l'évolution professionnelle peuvent vous aider sur tout ce qui est professionnel, profitez-en largement. Alors, deuxième moment clé, les évolutions professionnelles, il y en a beaucoup. Comme je vous disais, ça peut être une prise de fonction hiérarchique, ça peut être une promotion interne au statut de cadre. Ouais, je deviens cadre. Qu'est-ce que ça implique? J'ai toujours travaillé 35 heures avec des horaires fixes. Là, je me retrouve au forfait jour. Comment j'appréhende ça? Comment je fais?
je dois changer d'entreprise, j'ai envie de changer d'entreprise, voilà, des entreprises me séduisent. Comment je fais? Comment ça va être pris dans la mienne? Est-ce qu'ils vont me laisser partir? Sous quelles conditions? Comment? Est-ce que j'ai raison ou pas? Comment je me renseigne pour savoir quelles sont, et voilà, est-ce que c'est bon vivre dans l'entreprise sur laquelle je me projette? C'est toujours difficile d'avoir une vision factuelle des choses sur le marché du travail en dehors, que ce soit un métier, une entreprise, un secteur, au-delà de tout ce qui est préjugés et fantasmes qu'on a toutes et tous sur ces sujets-là. Donc là aussi, nous, on peut vous aider à avoir des visions un peu justes et un peu réalistes de comment sont les choses. J'en parlais avant, la négociation salariale. Hein. Ça fait 3 ans que je suis au même salaire, j'aimerais bien une augmentation, je ne sais pas comment la demander, je ne sais pas ce qui est possible, je ne sais pas dans quelle fourchette, je ne sais pas quel argument apporter, je ne sais pas comment faire pour l'obtenir. Tout ça, ça se travaille et il y a des techniques également. Une démission, oui. La démission, ça peut être aussi des décisions importantes. C'est pas grave, ça veut dire que vous menez votre parcours professionnel et vous ne le subissez pas. Si vous décidez de démissionner, quelle que soit la raison, ça reste une décision importante qui mérite beaucoup de réfléchir. Et s'il y a là aussi un mot-clé dans tout votre parcours professionnel, c'est de prendre des risques mesurés. Évidemment, on ne fait pas les choses de manière inconsciente, on ne démissionne pas sans rien derrière. Et les risques qu'on prend sont mesurés et pas inconsidérés. Et là aussi, avant de prendre des décisions qui peuvent être potentiellement à risque, c'est bien de demander des conseils et de demander des conseils à des personnes et à quelqu'un qui va être subjectif avec vous, objectif, pardon, le lapsus, et pas subjectif comme notre entourage à toutes et tous les généralement. Voilà, d'avoir une vision très très précise des choses. Et puis des évolutions professionnelles, il y en a d'autres qui peuvent vous poser question, prendre des responsabilités de manager. Je n'ai jamais encadré, d'un coup on me propose d'être manager. Comment j'appréhende ça? Je change d'encadrement, la direction change, on fusionne avec une autre structure, ou j'ai un ou une nouvelle responsable. Comment ça va se passer? Comment j'appréhende? Tout ça sont des questions parfaitement légitimes et encore une fois sur lesquelles on peut nous vous accompagner. L'idée, c'est de ne pas rester seul avec des questionnements et des difficultés et que ça peut être tout à fait sain de s'en ouvrir à des personnes extérieures de votre organisation, de votre cercle privé et d'avoir là aussi d'être sûr qu'on prend les bonnes décisions et face à des difficultés, et on va voir lesquelles, c'est encore plus important. Les temps de remise en question, alors, c'est là où je vous disais tout à l'heure, je pense que allez, je vous dis simplement, tous les 15-16 ans, à peu près, environ 2 fois dans une carrière, il y a des temps de remise en question, où on va réfléchir à une réorientation professionnelle, où on se pose des questions sur ses choix professionnels, ou un changement de forme d'activité, devenir salarié, le rester, partir. Voilà. C'est des choses qui sont compliquées. Il y a des questions qu'on se pose. On déménage dans une autre région. Comment est le marché de l'emploi? Est-ce que je peux demander le même salaire? Voilà, tout ça sont des questions qui ne sont pas simples. Et là aussi, Alors, je m'interromps une seconde, je vois qu'il y a des problèmes de son. Je ne peux pas augmenter le son, je suis au maximum. Je vois, c'est inaudible à ce point. Céline, toi qui es à côté. Pour moi, ça, j'ai pas ce bruit-là, donc D'accord. je sais pas Moi, d'où j'ai ça vient. aucun C'est bruit, pas je suis moi. dans un environnement Moi non silencieux. plus. J'ai aucun C'est bruit. pareil. Donc c'est. D'accord. Ok. Bon, je continue. Alors, je parle un peu fort, mais j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne au mieux. Donc, dans les remises en question, souvent, on est, et c'est là où je vous disais, c'est
ça tombe environ deux, trois fois maximum dans une carrière. On est souvent confronté à des quêtes de sens. Le sens au travail, qui est une question essentielle et qu'on se pose unanimement, tous, à un moment donné de notre carrière. Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que mon métier sert à quelque chose en fonction de qui je suis, de ce en quoi je crois? Alors, elles sont quasi systématiques à partir de 45, entre 45 et 50, 52 ans. Alors là, ça tombe systématiquement, mais de plus en plus avant également. On a beaucoup de gens qui, au bout d'une dizaine, 10, 12 ans d'expérience professionnelle, se posent des vraies questions de sens au travail. Euh, et c'est normal. Plus on avance en expérience professionnelle, en expérience de vie, et plus on gagne en maturité, on n'a plus les mêmes aspirations, on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus les mêmes valeurs, et que plus on avance, généralement, plus on veut et on souhaite être en accord avec ses valeurs du moment. Euh, et ça peut demander des réajustements professionnels, que ce soit de statut, que ce soit de poste, de secteur, et parfois de tout ensemble, hein, c'est-à-dire des réorientations et des reconversions totales et intégrales. Il y a aussi voilà, les temps de remise en question, ça peut tomber aussi à des moments où, alors ça c'est mon terme à moi, le principe en entreprise d'être dans une prison dorée. La prison dorée, c'est un peu l'entreprise où vous êtes depuis plusieurs années, généralement plus de 5, 6, 7 ans, qui est une entreprise où il fait bon vivre, où vous êtes rémunéré convenablement, où plus vous avancez en ancienneté, plus vous avez des avantages, notamment financiers en ancienneté, et où vous commencez à tourner en rond dans votre tenue de fonction, il n'y a plus d'émulation, vous êtes sur des postes de maintenance, où vous avez envie encore de Pascal, challenge. Oui, Pascal, je te coupe une seconde. On va essayer d'échanger nos bureaux d'accord. parce qu'apparemment Okay. le son est très compliqué. Donc on échange nos bureaux. D'accord, eh ben, échangeons. Ok, ok. Alors, on fait une petite pause et on arrive tout de suite. On revient. Alors, me revoilà. J'espère que tout le monde m'entend. C'est mieux? Ça va mieux. Bon, vraisemblablement, c'est meilleur, je vois. Ouais, je ne sais pas pourquoi, dans mon bureau, ça ne fonctionnait pas. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on puisse poursuivre. Je ne recommencerai pas tout à zéro, hein, mais je poursuis donc. Donc, ce que je vous disais, il y a ce principe de voilà, que j'appelle prison dorée, c'est-à-dire quand on se sent un peu coincé dans son entreprise. En gros, j'ai plus d'émulation, je suis sur un poste un peu de maintenance. Je suis arrivé un peu au bout de ce que je pouvais faire dans l'entreprise. Par contre, à poste équivalent à l'extérieur, je serais bien moins rémunéré et j'aurais moins d'avantages. La prison dorée, c'est typiquement ça. Et on est nombreux et nombreuses à avoir connu des, euh, des, euh, des choses comme ça. Souvent, on le sent au bout de 5-6 ans, on se dit ça serait pas mal que j'aille voir ailleurs. Alors, c'est là où toujours, immuablement, la vie personnelle vient se greffer. Ça peut arriver, on peut sentir une certaine lassitude dans sa fonction et au moment où on veut partir, eh ben, c'est un moment où on vient de faire un achat immobilier, où on a prévu de faire un enfant, où on est jeune parent, où on est... Et il y a la vie qui vient se greffer, qui fait qu'on ne peut pas partir tout de suite. Donc, un moment, et quand on est à nouveau disponible pour pouvoir se relancer professionnellement, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des choses beaucoup plus lourdes à surmonter. Encore une fois, des reconversions, des changements de métier sont des décisions importantes, lourdes, comme je viens de le dire, mais pas graves. Il n'y a pas de notion de gravité, heureusement, par rapport à tout ça. Alors, les épreuves professionnelles, malheureusement, on en rencontre là aussi tous beaucoup des épreuves professionnelles.
euh, qui peuvent être alors de beaucoup, beaucoup d'ordres différents. Euh, on est en conflit avec son employeur, avec ses collègues, avec l'entreprise. Son employeur, c'est l'entreprise, son N+1, ses collègues, ça ne va plus. On n'est plus connecté, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver. On peut, et là, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, le burn-out, hein, donc être en épuisement professionnel. Heureusement, et beaucoup, beaucoup de personnes qu'on peut nous croiser à l'APEC ont des signaux d'alerte de burn-out et heureusement que des vrais, entre guillemets, de réels burn-out un peu officiels, il y en a moins que ce qu'on peut imaginer. Le terme est un petit peu, et sans du tout minimiser le mal-être de nombreuses personnes. Un vrai burn-out, c'est quelque chose qui vous bloque pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, et qui sont des choses très, très, très difficiles et lourdes à ressentir. Après, uniquement des signaux de burn-out, d'épuisement, ça peut être tout à fait suffisant pour être très, très, très difficile à surmonter déjà. Il y a aussi le bore-out dont on parle et qui est avéré, qui est là, être dans un poste justement de routine, de maintenance où on s'ennuie, pas d'émulation, pas de tâches. Voilà, en gros, si vous avez 2 heures de travail effectif par jour, maximum, les meilleurs jours, il y a moyen qu'à un moment donné, ça soit très très difficile à gérer. Et les résultantes sont les mêmes. Voilà, c'est un épuisement professionnel. C'est soit par un surmenage, soit par un ennui et un désinvestissement total. Euh, une reprise de travail après une longue période après une longue durée, et oui, là c'est compliqué. Voilà, on a un problème de santé, on est aidant familial d'un proche qu'on a besoin d'aider. Enfin voilà, il y a des tas de choses dans la vie qui font qu'on est éloigné du marché de l'emploi pendant longtemps, parfois pendant plusieurs années, et que quand on revient et quand on est en situation de revenir, ça peut être tout à fait difficile. Et qu'il ne faut pas revenir sur un marché de l'emploi comme ça, sans consulter des organismes comme l'APEC, parce que nous, on a des choses pour vous accompagner. On a notamment un séminaire qui s'appelle Nouveaux Horizons, qui est voilà, un séminaire de 6 jours qui permet de se redynamiser professionnellement. Euh, et vous avez les liens sur le site de l'APEC de comment comment se déroule ce séminaire. Mais voilà, il y a des conditions d'éligibilité, mais c'est un exemple et c'est un type de prestation que l'APEC peut faire pour aider justement après des longues périodes sans travail, quelles qu'en soient les raisons. Situation de discrimination, ça arrive là aussi à beaucoup de monde, quel que soit le niveau ou la raison de la discrimination, c'est des choses qui sont très très compliquées à vivre, qui nécessitent des remises en question professionnelles lourdes, parce que parfois on est discriminé, que ce soit l'âge, le sexe, ou quoi que ce soit comme discrimination, et tout ce qu'on peut imaginer d'abject dans ce que ça a, la discrimination, ça peut être d'autant plus difficile que parfois on est dans une entreprise qui nous plaît, où on se sent à notre place et sur un poste qui nous plaît, avec un poste qui a du sens, et qu'il faut malgré cela remettre en question, où là ça devient un peu compliqué. Période de chômage, ça arrive toujours d'être entre deux postes, que ce soit subi ou pas, que ce soit volontaire ou pas. Euh, Ça arrive encore plus, et notamment depuis 2020 et la crise sanitaire, où beaucoup de personnes tout à fait expertes et techniquement performantes et compétentes se sont retrouvées sur le carreau bien malgré elles. Et ce n'était pas du tout lié à leur niveau professionnel ou leur niveau d'expertise. Donc ça, beaucoup de recruteurs l'ont bien en tête, même si on a très souvent la mémoire courte, qu'on peut se retrouver effectivement sans emploi, pas forcément, et que ce soit pas forcément lié à son niveau de compétence ou à son niveau d'expertise. Et que souvent, soit, quand on est sans emploi, c'est la première chose qu'on remet en question. C'est son niveau d'expertise et son niveau de compétence. Alors que c'est pas
forcément lié, hein. Un licenciement économique, c'est pas lié à vos compétences. Voilà, une entreprise qui ferme, qui fait faillite, c'est pas lié à vos compétences. Une restructuration, enfin voilà, des tas de raisons comme vous pouvez les imaginer, qui font que c'est pas lié. Une mise à l'écart au sein de l'entreprise, ce que je vous disais, c'est un peu comme le bore-out, hein. On vous met au placard, hein, comme on dit familièrement. Un licenciement, oui, là on peut vous licencier pour des tas de motifs, et y compris des motifs qui sont assez violents et auxquels vous n'adhérez pas du tout. Euh, Nous, on accompagne aussi, on a notamment un atelier qui s'appelle Anticiper et gérer sa rupture professionnelle, où on accueille des personnes qui ont subi ou qui subissent une situation difficile au travail. Et l'idée, c'est de donner une impulsion pour dire comment on fait et comment on s'y remet, comment on se remet au travail. Euh, et de contourner, l'idée, c'est d'aider à contourner les croyances limitantes générées par nos expériences négatives, hein. Voilà. C'est-à-dire que, et ça arrive, hein, je subis coup sur coup 2 licenciements dans 2 entreprises différentes. Bon, bah, vite fait de dire, bon, bah, le monde du travail, il est pourri, les patrons sont tous des ordures, et puis ça sert à quoi? Bon, bah, typiquement les croyances limitantes. C'est beaucoup moins manichéen que ça, mais c'est difficile quand on a le nez dans le mur et quand on est concerné soi-même d'en sortir. Mais le conseil en évolution professionnelle peut vous aider à reprendre confiance et avoir une vision, on n'idéalise absolument pas, hein, mais d'avoir une vision au plus juste de ce qui est vraiment la réalité. Et puis, bah, les épreuves personnelles, alors on va pas toutes les balayer parce que ça risque d'être un peu noir, hein, tout ça, mais vous imaginez bien qu'il y en a énormément. Comme je vous disais, ce qui est important, c'est qu'elles viennent jalonner et qu'elles viennent perturber, parfois entacher, parfois stopper bah, son parcours professionnel. Il y a des personnes qui vivent très mal des situations personnelles, quel que soit l'ordre de cette situation, et ça a un impact sur leur travail au point de le perdre. Voilà, je pense qu'on vit tous et toutes dans notre société occidentalisée, moderne, sur 3 piliers, hein, qui vont être en gros le travail, la santé et puis l'équilibre affectif, un peu l'amour, hein, voilà, et qu'on peut se permettre possiblement d'en avoir un qui vacille, voire qui saute, mais souvent quand il y en a un, il en entraîne un deuxième et le deuxième en entraîne un troisième. Typiquement, j'ai un problème personnel qui me met par terre, hein. Ça a un impact sur ma vie professionnelle et je perds mon travail. Et puis de là, je tombe complètement en dépression, définitivement, et c'est la santé. Et que derrière, ça se remonte pierre par pierre, pilier par pilier. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles et qu'il faut profiter à la PEC et chez nos partenaires qui font du conseil en évolution professionnelle. Vous imaginez bien qu'on ne solutionne pas tout, chacun son métier, mais sur les questions professionnelles, oui, bien sûr qu'on est présent, et l'idée étant voilà, d'accueillir, d'écouter et puis de se dire comment on relance tout ça, comment ça repart. Et il y a des moments où où on se dit, et ça c'est tout à fait logique et sain, que vous n'y arriverez plus jamais et qu'on ne travaillera plus jamais. Voilà, j'allais dire, bon, peu importe le nombre d'années qui vous reste à travailler, mais croyez pas vous en tirer à si bon compte, hein. S'il vous reste 10 ou 15 ans d'expérience professionnelle à vivre, vous allez retravailler. Si, vous en sortirez pas aussi bien que ça. Donc, en conclusion, le conseil en évolution professionnelle, le CEP, hein, ça permet un accompagnement spécifique à chaque étape de la vie professionnelle. Je pense que vous l'avez compris. Euh, L'idée, c'est voilà, de donner des repères concrets aux jeunes cadres, et puis surtout factuels et réalistes par rapport à un marché du travail. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que je peux faire? Un exemple, et j'en reviens un tout petit peu aux jeunes diplômés, souvent la question du salaire est un peu épineuse. Pardon. Parce que on vous dit souvent dans vos cursus de formation qu'avec tel master 2, vous allez pouvoir prétendre à tel salaire. Oui, mais pas dès que vous sortez de l'école, hein. C'est après des années d'expérience. Ouais, il faut les deux, il faut la théorie et la pratique.
et que souvent, ça, c'est pas super clair. Donc, nous, en termes voilà, par exemple, de positionnement de salarial, on peut vous donner des indications. On aide dans l'ensemble de la gestion de carrière, quelles que soient les questions. On vient souvent nous voir à l'APEC quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il y a un projet de reconversion. Encore une fois, ça peut être également sur je deviens manager, je ne sais plus comment faire avec mon équipe, je change de manager ou d'encadrant, de N+1, ça ne se passe pas forcément bien. Je viens de passer cadre. Moi, je me souviens quand j'ai eu un statut de cadre pour la première fois, c'était pas simple de gérer mes horaires. Je voyais pas bien, j'avais du mal à doser, hein, soit j'en faisais trop, soit pas assez, plutôt trop. Mais c'était très difficilement gérable. Et j'aurais bien aimé avoir un peu de recos et de conseils à cette occasion. On est là pour vous accompagner et pour faire face aux épreuves professionnelles, oui. Et puis, d'être présent également en soutien, même si c'est pas forcément aidant, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout solutionner. Nous, notre corps de métier, c'est l'évolution professionnelle. Oui, bien sûr qu'on est à l'écoute des problèmes personnels qui viennent se greffer. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de conseils en évolution professionnelle. On en parle beaucoup. L'idée, c'est de se dire un peu, bah voilà, comment ça se passe exactement, c'est quoi. Déjà, c'est gratuit. Nous, à l'APEC, on a une mission de service public auprès de l'État. Il y a, et c'est une norme européenne, il y a des charges sur les charges sociales des cadres. Il y a des montants qui sont pris pour l'APEC et pour nous faire vivre, et pour que vous puissiez en bénéficier totalement gratuitement. Nous ne sommes pas des gens d'argent. C'est très, très décontractant, ça, de ne pas avoir de notion d'argent. On a un devoir de confidentialité, nous, consultants, en entretien. Ce qui est dans le bureau ne sort pas du bureau. Nous ne faisons pas de rapport à où que ce soit, ni qui que ce soit. On en fait pour vous, on fait des synthèses qu'on vous envoie, oui, mais il n'y a pas on est très, très regardé, c'est évident et c'est normal par les RGPD. Donc, on est très, très vigilant à ça, évidemment. Et puis, pour avoir voilà, une discussion la plus aidante et qu'on puisse vous accompagner au mieux, il faut qu'on puisse évidemment pouvoir que vous vous sentiez tout à fait libre. Donc, notamment, je pense aux demandeurs d'emploi qui souvent nous disent bon, et Pôle emploi, vous leur faites des rapports? Non, on travaille en partenariat avec eux, mais nous ne sommes pas Pôle emploi et Pôle emploi n'est pas la PEC. Nous n'avons pas de dossier commun, donc on ne se fait pas de rapport sur les individus. Ça n'existe pas, ça. On est neutre, on a un devoir d'impartialité aussi, on ne peut pas vous orienter, on peut vous conseiller, mais vous dire par exemple par rapport à tel projet, allez dans telle université ou adressez-vous à tel organisme de formation, ça c'est pas possible. On vous laisse, on en discute, on essaie de voir ce qu'il y a de mieux avec vous, mais vous êtes décisionnaire de vos parcours seul et autonome. On est accessible. On peut faire des entretiens, on a des suivis en visio, on a des centres partout en France. Donc, voilà, c'est important de le savoir, qu'on peut, quel que soit le biais, parfois au téléphone, hein, on a des accompagnements qui se font uniquement via le téléphone, et c'est tout à fait réalisable, y compris sur nos ateliers ou nos webinaires. On a beaucoup, beaucoup de nos prestations qui sont dématérialisées ou en présentiel dans un de nos centres. Hein. C'est bien d'avoir cet accès, et donc neutre, j'ai fait l'amalgame avec impartial. Oui, comme je vous disais, on a un devoir d'impartialité auquel on se tient, bien évidemment. Alors, pour qui les différents organismes, comme je vous disais, voilà, vous avez beaucoup d'organismes et puis qui sont partenaires de ces semaines de l'évolution professionnelle. Qui sont là pour vous accompagner quand vous êtes salarié. Les cadres sont majoritairement aidés par l'APEC, même s'ils peuvent aller consulter d'autres organismes, mais très souvent, on vous renverra vers l'APEC, qui est notre cœur de cible, les cadres et donc les jeunes diplômés à partir de Bac+3. Chez Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi, oui, n'hésitez pas à faire appel. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestations de qualité chez Pôle emploi. Il ne faut pas hésiter à étudier, à regarder et à demander à vos consultants et consultantes de vous aider. Les missions locales pour les moins de 26 ans,
bien sûr. Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Ouais, tout à fait. Où on vous mettra en relation avec par exemple, des entreprises qui sont ouvertes et qui recrutent des personnes avec des situations de handicap, quelle que soit la nature du handicap. Donc, c'est important. Je repasse juste sur la slide précédente que vous notiez moncep.org, www.moncep-cep.org, là en bas. Je vous laisse 5 secondes pour les noter. En cliquant dessus, ça va vous mettre sur un site où, en fonction de votre situation, donc salarié, cadre, non-cadre, jeune diplômé, sans emploi, et votre géolocalisation, on va vous orienter vers l'organisme le plus approprié à votre situation. Donc ça, c'est très bien, profitez-en. Et voilà, moncep.org. Alors, je vous l'ai déjà balayé, l'objectif du CEP, on est dans on accompagne l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie professionnelle qui est sur l'évolution professionnelle, quelle qu'elle soit, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, une reprise ou une créativité d'activité, une création, pardon, d'activité. Voilà, on aide aussi au tout début. Après, il y a d'autres organismes vers lesquels on vous oriente, mais sur de la création d'entreprise, on peut vous aider à réfléchir sur quel statut adopter et est-ce qu'il est opportun. Est-ce que je suis fait pour de l'auto-entrepreneuriat, par exemple? Est-ce que je suis fait pour me mettre à mon compte? La question est légitime et on peut se la poser. Donc, nous, à l'APEC, on peut vous aider à réfléchir à ces projets. Une certification professionnelle, oui, je veux reprendre mes études, j'ambitionne de faire une VAE, comment ça se déroule exactement? Ça, là-dessus, on peut vous recommander, vous consulter, vous accompagner. Et puis, une mobilité interne ou externe, voilà, changement de poste, que ce soit dans une autre entreprise ou pas, ou au sein de ma propre entreprise, un déménagement en région, où que ce soit, comment ça va se passer. Enfin voilà, toutes ces questions qui finalement animent et font vivre notre parcours professionnel et qui sont légitimes. Ne restez pas sans réponse ou ne cherchez pas les réponses seuls, surtout. Alors, c'est pareil, là c'est juste voilà, une vision. Le conseil en évolution professionnelle vous aide sur voilà, un conseil individualisé et adapté. C'est aussi ce qui est intéressant. Nous, on est absolument ouvert. Vous vous inscrivez de manière totalement libre, on ne vous demande rien et vous expliquez pourquoi vous venez quand vous êtes face à une consultante ou un consultant. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, on s'adapte effectivement à chaque personne. L'accompagnement est personnalisé et c'est pour ça que c'est important de vous sentir tout à fait libre de vous exprimer. Ça nous permet, nous, derrière, de vous orienter au mieux vers d'autres prestations, vers des ateliers, des webinaires, une forme d'accompagnement spécifique, d'autres organismes que le nôtre. Bien sûr, comme on n'est pas des gens d'argent, on n'a pas de difficulté à envoyer vers les organismes les plus appropriés en fonction de chaque situation. Mais c'est pour ça que les entretiens individuels sont très importants et sont très riches. Comment prendre rendez-vous? Sur le site, je trouve mon conseiller sur le cep.org que je vous ai donné tout à l'heure et qui est réinscrit là. Donc, vous entrez votre situation, on va vous mettre l'organisme le plus approprié et puis vous allez pouvoir vous inscrire dans l'organisme et avec une personne qui va vous accueillir et qui écoutera votre projet. J'en ai fini. Merci pour votre écoute. Oui, nous sommes tout à fait ouverts aux questions. Alors, on a un problème vous l'avez compris tout à l'heure, je m'en excuse, on a un problème technique de micro. Pour tout vous dire, Céline, elle est dans le bureau d'à côté, elle est dans le mien. Heureusement, on est dans le même centre et nos bureaux sont mitoyens. Donc, elle est passée dans mon bureau pour que je puisse, moi, vous puissiez m'entendre de manière claire. Mais voilà. Là, sur les questions, si elle ne m'entend pas, est-ce que Céline peut prendre la parole ou pas? Est-ce qu'il m'entend ou pas? Céline, Je suis tu désolée, m'entends? je vous entends pas. Ah, Damned, nous on t'entend. Alors, je vais lui dire Donc, qu'elle nous entend. tu peux écrire la question. Alors, j'essaie de vous Euh, répondre au fur et à mesure, mais c'est compliqué.
Et je n'entends pas. Donc, je vais dire à Céline, poser les questions. Je lui demande qu'elle pose les questions et je vais répondre. On va se débrouiller à la guerre comme à la guerre. Elle ne nous entend pas, mais moi je l'entends, donc elle va poser les questions et puis on va y répondre. Alors, ah, je t'entends pas, Céline. J'entendais pouf pouf, j'entends plus. On va y arriver, hein, vous en faites pas. On est les premiers, c'est pour ça que c'est un peu. On essuie les plâtres. Sinon, si je vais dans le chat, mais alors s'il y a beaucoup de questions, peut-être Céline les a notées. Ah, je t'entends, Céline. J'ai Tu entendu m'entends? là. Oui, là je t'entends. Bah, Oui, il doit y avoir un faux micro, un faux oui, contact dans oui. le micro. Alors, quelle est la durée d'un accompagnement avec un CEP? Alors, nous à l'APEC, on fait des accompagnements d'environ 3 mois. C'est un peu au doigt mouillé, ça peut être un peu plus long, plus court. C'est en fonction du besoin et de la demande. Une chose est sûre, c'est qu'on accompagne sur des points précis. Par exemple, vous êtes sans emploi, on ne va pas vous accompagner jusqu'à ce que vous retrouviez un poste. Non, on va on va vous accompagner sur travailler vos entretiens de recrutement, retravailler votre CV, les questions, savoir se présenter, définir votre projet professionnel, enfin voilà. Donc environ 3 mois, un peu plus, moins, parfois un seul rendez-vous suffit, mais voilà, jusqu'à environ 3 mois. Céline, tu peux en poser une autre. La question suivante, c'était donc pour les immersions, donc j'ai répondu. Pour la rémunération aussi. L'entretien de fin de carrière existe-t-il? Dans certaines entreprises, oui. Alors après, ça, c'est au cas par cas, hein, c'est dans les entreprises. Ça n'est pas une obligation légale, il me semble, hein. Alors, je ne suis pas le plus doué, le plus calé en droit du travail. Mais il me semble que ce n'est pas une obligation du tout, puisque j'ai déjà accompagné des clients qui n'en avaient pas eu. Mais oui, oui, il peut y avoir un entretien de fin de carrière. Après, tout dépend de ce que vous y entendez dans l'entretien de fin de carrière et puis ce que vous en attendez surtout, puisqu'on est à la fin. Mais il peut y en avoir un, oui, tout à fait. Vaut-il mieux Vaut-il mieux, pardon, parce qu'entre-temps, il y a plein eu de réponses. Vaut-il mieux une inaptitude ou une rupture conventionnelle avec beaucoup d'ancienneté? Alors, vaut-il mieux une inaptitude ou une rupture conventionnelle? J'ai pas beaucoup d'éléments, donc c'est pas simple. Je pense que il vaut toujours mieux une rupture conventionnelle parce que c'est beaucoup plus facilement justifiable par rapport à un potentiel futur employeur. Une inaptitude, ça peut faire un peu peur. Alors, sauf si derrière vous choisissez de changer de métier, ça peut une inaptitude reconnue. Effectivement, ça peut appeler un changement de métier derrière, hein, si on n'est plus en capacité d'exercer la fonction qu'on avait jusqu'à présent. Il faut en changer. Mais là, je ne peux pas me donner une réponse définitive et ferme là-dessus. Il faudrait, pour le coup, la personne qui a posé cette question, prendre un rendez-vous avec un consultant, qu'on puisse en parler voilà, de manière individuelle, typiquement là. Alors, attends, j'étais en train de répondre que le bilan de compétences est bien évidemment payant et Oui, finançable via son CPF. Voilà, c'est tout une des à fait. questions. Tout Et à fait. alors, attends, encore une pour toi. Donc, Et la l'APEC durée ne d'un fait pas de accompagnement avec bilan de un compétences. CEP, alors c'est un rendez-vous et derrière, il peut y avoir, effectivement, on peut enchaîner sur un accompagnement. Mhm. Bonjour, donc, alors c'est Hugo qui pose. Bonjour, donc si je comprends bien, là, le webinaire, c'est l'APEC qui présente le CEP, mais ça aurait pu être le réseau EVA, par exemple.
Je veux dire par là qu'il n'y a pas que l'APEC qui fait du CEP, mais il y a d'autres organismes. Donc oui, il y Oui, a les organismes, tout à l'heure, Pascal vous les a présentés, les opérateurs du CEP. Pascal, tu peux remettre le ouais, slide ou ouais, pas? ouais. Oui, oui. Je le fais Et en moi. fonction des différents, Top, voilà. top, Hop là, j'y d'après. étais. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les organismes qui sont Qui dans le sont CEP. Voilà. Voilà. Après, il en existe d'autres, hein. Vous pouvez faire appel à Tingari, par exemple, quand vous êtes salarié, mais qui n'est là, ce sont ceux qui sont partenaires de l'événement. Mais il en existe d'autres, hein. Ce sont les principaux, là, hein. Quelle différence y a-t-il entre un bilan de compétences et le CEP? Alors, c'est pas la même prestation. Un bilan de compétences va venir faire un point sur votre carrière. On va tirer, c'est beaucoup plus sur les métiers. Nous, les consultants et notamment à l'APEC, on n'est pas des spécialistes de tous les métiers du monde. Alors en bilan non plus, mais ils se renseignent. Un bilan de compétences, ça dure environ 3 mois. Alors c'est un peu le même temps d'accompagnement. Un bilan classique, ça dure 24 heures ou 22 heures. Ah, je sais plus, dites donc, j'ai un doute. 22 ou 24 heures. Et il y a du travail individuel. Le consultant va travailler individuellement. Nous, à l'APEC, très clairement, on est concentré et on travaille sur votre projet quand on est en rendez-vous avec vous. Après, on a d'autres clients. On ne fait pas de travail individuel sur votre projet professionnel. En tout cas, très peu. Un bilan de compétences, ils vont le faire. Vous êtes en gros 2 têtes à réfléchir à votre projet professionnel. Un bilan de compétences, ça peut venir quand vous êtes vraiment en période de doute. Nous, on peut préconiser d'aller vers des organismes de bilan de compétences à certaines personnes, notamment en réflexion profonde, qui doutent beaucoup de leurs compétences, justement. Ils se disent, qu'est-ce que je sais? Voilà, ça fait 15 ans que je travaille, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai appris? Vers quoi je tends? Je sais, et c'est souvent comme ça, on sait ce qu'on veut plus, mais alors ce qu'on veut, c'est très très vague. Donc, vers quoi je peux aller? Et nous, l'APEC, on peut vous aider et discuter avec vous, mais le bilan de compétences va venir poser, retracer l'intégralité de votre carrière, poser tout ce que vous avez acquis, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vos aspirations. Évoquer également la partie un peu personnelle, hein. C'est une espèce, toute proportion gardée, de psychanalyse par le travail. Alors, le terme psychanalyse peut faire peur et un peu fort, hein, donc c'est pour ça que je prends des précautions, hein. Toute proportion gardée, c'est un peu ça. On Alors, va vous évoquer un peu la vie, voilà, savoir quel est votre équilibre et quelles sont vos attentes personnelles pour coller au mieux derrière sur un projet pro. Donc les alors, deux prestations Aïcha, sont Aïcha différentes. a tout à fait raison. Le CPE est un service, le bilan de compétences est une prestation. C'est exactement Ce ça. qui est Bravo Aïcha, demandé. c'est Et si totalement bien l'entreprise résumé. refuse la rupture, il y a tellement de ruptures. Oui, une entreprise peut refuser une rupture conventionnelle, c'est le principe un peu du divorce à l'amiable, hein. Il faut que les 2 parties soient d'accord. Donc, énormément, et là encore, je vous le dis d'expérience, hein, et des personnes que je reçois dans mon bureau et mes collègues qu'on reçoit dans nos bureaux, qui nous disent toujours: «Moi, dans mon entreprise, il n'y a pas de rupture, ils n'en font pas». Et derrière ça, ils s'en signent tous les jours. Heu, voilà. Donc là aussi, nous, on peut travailler, aider à travailler une préparation de demande de rupture conventionnelle. Oui, ça peut être le cas, tout à fait. Alors, j'étais en train de répondre à Aude qui demandait si elle voulait faire un bilan. J'ai plus de 6 ans d'expérience, et Yazid. J'ai plus de 6 ans d'expérience et je souhaite quitter mon CDI afin de devenir auto-entrepreneur. Quel type d'accompagnement pourrais-je avoir à l'APEC? Y a-t-il des webinaires qui représentent ma situation? Alors oui, 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 on a, voilà, devenir entrepreneur, comment faire, changer de voie, changer de statut, d'autres méthodes de travail. On a également à l'APEC des consultants comme moi, mais moi je ne le suis pas, qui sont spécialistes dans la création d'entreprises. Alors comme je vous disais, on vous accompagne vraiment au jalon, au départ. On vous accompagne pas sur l'intégralité du processus. Il y a des organismes comme, la CCIC, la Chambre de commerce et d'industrie, BPI France, qui sont les 2 organismes principaux d'accompagnement aux jeunes créateurs d'entreprises qui sont là pour ça. Nous, on va être plutôt de vérifier la viabilité d'un projet
l'idée, vers quoi vous voulez aller, est-ce que vous avez besoin éventuellement d'une formation, vers quoi vous tendez, regardez peut-être un marché du travail. Nous, on peut vous accompagner là-dessus. Très clairement, sur tout ce qui va être votre statut, votre statut juridique, vous aider à faire un business plan, on a des outils qu'on peut vous transmettre, mais nos niveaux d'expertise s'arrêtent là. Voilà, tout ce qui est financier, droit, on n'est pas en capacité de vous accompagner. Après, comme je vous dis, la CCIC ou BPI France sont tout à fait aptes et sont là pour ça. Mais c'est bien de venir valider donc son projet auprès de l'APEC et de valider et d'être sûr qu'on a un projet qui tient la route. En tout cas, on ne peut pas vous garantir que ça va être le succès, hein, mais essayez de donner le maximum de garanties possible. Oui. Allez, on a encore quelques minutes pour reprendre une question. Est-ce que Céline m'a vu? Hop, 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 Céline. Excuse-moi. L'APEC Voilà, le c'est plus bon. proche de chez moi est à presque 70 km. Le bilan peut-il se faire à distance? Oui, Aude. Oui. Il y a Même pas Cap, l'association Même pas Cap qui fait un bilan à 100% à distance. Il est de mémoire à 1 590 €, 100% finançable par le CPF. Voilà, excuse-moi Pascal. Mhm. Je vais te retrouver une autre question. Cadre et non-cadre, pensez aussi à la retraite, ok. Êtes-vous en contact avec des cabinets de recrutement privilégiés ou des centres de formation particuliers? Ça, c'est Kelomé qui te pose la question, Pascal. Entre-temps, j'ai Repose-moi la répondu à question, quelques-uns. excuse-moi. Cadre ou non cadre? Tu peux reposer la question? Je Ah, t'entends pas, tu dis? ouais, bah oui, bien sûr. J'ai pas Je lui entendu, demande Pascal. que ce soit clair et que je réponde au mieux. Voilà. J'ai envoyé dans le chat que Je t'ai j'entende pas au mieux. entendu, Pascal. Oui, mais repose-moi la question. Comme elle est dans le bureau d'à côté, je vais lui dire. Ah, que je te repose la question. Oh, alors attends, parce qu'il y en a eu 150 000. C'est Kelomé. Êtes-vous en contact avec des cabinets de recrutement privilégiés ou des centres de formation particuliers? Non, 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 tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, on a un devoir d'impartialité, de neutralité à l'APEC. Donc, on ne peut pas vous dire d'aller, on ne peut pas privilégier tel cabinet de recrutement ou tel organisme de formation. Après, c'est du cas par cas. On en connaît et on propose, on peut proposer, mais on peut en aucun cas, non, non, on vous dit d'aller vers tel ou tel endroit. Allez, une dernière question peut-être. Céline, est-ce qu'elle me voit? Elle répond en même temps. Est-ce qu'elle me voit? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les questions posées dans l'onglet questions n'ont pas été traitées. Bah, les questions, le truc, c'est que c'est le chat, quoi. Pascal, regarde sur Ouais. l'onglet questions, parce que moi j'ai répondu au fil de l'eau sur les chats. Tu l'as sur tout en Oui, bas, le petit onglet questions. Gwenaël demande: la rupture conventionnelle permet de bénéficier d'une indemnité et d'ouvrir sur des droits d'assurance chômage. Ces indemnités de l'ARC permettent-elles de différer dans le temps les droits à l'assurance chômage? alors ça, c'est typiquement une question qu'il faut poser à Pôle emploi, hein. La rupture conventionnelle permet de bénéficier d'une indemnité, ouvrir les droits. Oui, ces indemnités, l'ARC permet de différer dans le temps les droits à l'assurance chômage. Je ne sais pas. Il faut demander ça typiquement à Pôle emploi, hein. Pôle emploi. Alors, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous avez le 3949. Vous les appelez parce qu'on vous demande un numéro, votre numéro d'adhérent Pôle emploi. Si vous n'êtes pas encore, vous êtes typiquement en train de négocier une rupture conventionnelle et que vous n'êtes pas encore chez Pôle emploi, les agences de proximité, l'agence près de chez vous, ils ont tous des permanences hebdomadaires où on accueille du public qui justement va venir, soit des futurs créateurs d'entreprises, soit des personnes qui négocient une rupture conventionnelle. Enfin voilà, pour savoir exactement à quel droit vous allez pouvoir prétendre. Donc adressez-vous à Pôle emploi pour les questions très très précises financières. Est-ce que vous pouvez accompagner? Alors, je lis la question de Sandrine Bazin. Est-ce que vous pouvez accompagner dans la pertinence
de faire un bilan de compétences et le choix de l'organisme? Non, comme je vous ai dit, ça non. Après, on en connaît beaucoup, on peut vous orienter et vous dire comment trouver le meilleur cabinet, mais on ne vous dira pas précisément lequel. D'autant plus que là, je fais juste une aparté sur le bilan de compétences, ça dépend vraiment de chaque personne avec chaque consultant, hein. Il faut que ça passe, hein. Donc c'est un peu compliqué. On a des tests, Céline Brisson, comment se passe l'analyse pour identifier si nous avons l'âme d'un entrepreneur? On a des tests, nous, qu'on peut vous transmettre à l'APEC, qui valent ce qu'ils valent, hein, c'est pas une fin en soi, mais qui peuvent un peu orienter, est-ce que j'ai l'âme d'un entrepreneur? Est-ce que je suis fait pour me mettre à mon compte? Voilà, quelques petites choses individuelles, mais c'est pas... c'est anecdotique, c'est surtout soi, et puis c'est en discutant qu'on s'en aperçoit vraiment. Et puis, ça serait intéressant à développer à travers. Oui. Alors, je réponds juste à cette question. C'est vrai qu'à l'APEC, on demande les numéros de sécurité sociale quand on s'inscrit et quand on fait le rendez-vous. C'est simplement, comme je vous disais en introduction, on a une mission de service public auprès de l'État et celui-ci valide qu'on remplit notre mission et qu'on reçoit des vrais gens, entre guillemets. Donc, le numéro de sécurité sociale, quand vous le renseignez, c'est une plateforme sécurisée, confidentielle, personne n'y a accès, on n'en fait rien, on n'a aucun traitement. C'est le seul impératif qu'on ait et auquel on ne peut déroger pour bénéficier de nos services. Donc, voilà pourquoi on le demande. Alors voilà, je vois des questions sur les contenus des ateliers. Il est 13h, donc on va arrêter. Ça, c'est typiquement vous les retrouvez soit sur notre site, apec.fr, vous avez la liste de tous les ateliers avec le contenu, soit effectivement en prenant un rendez-vous et où on vous oriente vers tel ou tel atelier. Et on vous explique évidemment en quoi ça consiste. Les non-cadres, comme je vous disais, c'est plutôt Tingari qui est un opérateur qui s'en occupe. Après, il peut y en avoir d'autres. Le CEP accompagne uniquement des salariés du secteur privé? Oui. Nous, on est spécialisé dans le secteur privé, pas le secteur public. Oui, oui. Il y aura un replay à l'issue des 15 jours. À l'issue, tous les webinaires seront en replay. Je balaye les questions rapidement, hein, parce que là, on a terminé. Est-ce que les seules évolutions vers le management, comment évoluer sans manager des équipes? Il peut y avoir des évolutions techniques. On gagne en technicité et en expertise dans son métier. Il y a des cadres techniques qui ne managent pas, mais qui ont des niveaux d'expertise élevés. On va devoir arrêter, je ne peux pas lire toutes les questions, il y en a énormément. Et puis on a dépassé 2 minutes, aïe aïe aïe. Je vous remercie beaucoup voilà, pour votre attention, pour votre... Merci beaucoup et pardon encore pour nos problèmes de son. On est les premiers, on va régler ça, ce sera réglé sur les suivants et on va tirer ça au clair. On reste à votre disposition évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez de tous ces webinaires, il y en a qui sont captivants. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.